Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal dominés ce soir encore par la progression fulgurante du coronavirus. Le point de la pandémie au Cameroun dans le 20h30, 56 cas ce lundi selon les chiffres officiels. Nous irons au centre d'opération d'urgence et dans les hôpitaux. Le point des SOS de rapatriement des Camerounais en détresse à l'étranger. Nous verrons ce que fait le gouvernement pour amener tous les compatriotes concernés au bercail. Le point enfin des débats qui animent l'opinion publique. Faut-il durcir et renforcer les 13 mesures gouvernementales de confinement en vigueur? Ce qui fait débat, ce sera dans ce journal. Voilà pour les titres. La planète entière est sous le choc. Le Covid-19 continue d'étendre ses tentacules mortels. Aucune solution curative n'est annoncée. Déjà 56 personnes infectées au Cameroun, selon les chiffres officiels communiqués ce lundi. Une progression fulgurante qui inquiète les populations et mobilise encore plus les pouvoirs publics. Le 20h30 dresse le bulletin de santé de la planète en proie à la terrible pandémie. Mais d'abord, le point du jour au Cameroun, ce 23 mars. Lucie Colette Avoulo. Entre le mardi 17 mars et ce lundi 23, en 7 jours seulement, au compteur, déjà 56 cas confirmés. Yaoundé, Douala et Bafoussam sont les principales villes touchées. La pandémie liée au Covid-19 ne cesse de prendre de l'ampleur au Cameroun. Le gouvernement est solidaire et engagé dans cette croisade, mais une bonne partie de la population reste sourde devant ces différentes prescriptions. Ce qui est certain, c'est que dans les jours qui viennent, nous allons continuer à avoir les cas. Et maintenant, le principal enjeu, c'est d'arrêter cette propagation. Et arrêter cette propagation va passer en grande partie par les mesures individuelles qui vont permettre à chacun de prendre des mesures de sécurité sanitaire, mais aussi des mesures de discipline, de citoyenneté envers tous ceux qui ont été en contact avec ces personnes pour qu'ils viennent nous voir et qu'on puisse les suivre et détecter éventuellement s'ils sont impliqués, s'ils sont infectés. 200 lits sont certes déjà disponibles dans les différentes formations sanitaires, mais en réalité, pourquoi en arriver là ? Nous avons un dispositif qui va grandir en fonction de l'évolution de l'épidémie. Nous avons des lits disponibles. Si besoin, on va libérer des lits, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux qui n'ont pas besoin de traitement immédiat. Après, on peut monter en puissance plus loin, libérer les cliniques, aller plus loin, libérer des gymnastes, etc. Donc c'est vraiment une montée en puissance qui va dépendre de l'ampleur de l'épidémie et qui va imposer, bien sûr, de plus en plus des sacrifices, des désagréments et la mobilisation de tout le pays. Le coronavirus est une réalité au Cameroun et non une fiction. Il faut s'en méfier pour éviter le pire. Allons faire à présent le point au cœur même du dispositif gouvernemental, le Centre d'opération d'urgence de santé publique, ce don du gouvernement américain, prouve toute sa pertinence et son efficacité en cette période de crise sanitaire aiguë. La plateforme est située au quartier Messa, ici à Yaoundé. Elle a pour mission d'apporter des réponses rapides et efficaces en cas de crise sanitaire. Notre reporter Barbara Padjama est allée vivre le quotidien des experts qui animent ce centre. Les alertes partent d'ici, du centre d'opération d'urgence de santé publique. Il est la tête pensante qui répond sur la logistique en période de crise. Quand nous sommes dans une situation d'épidémie, c'est vraiment la guerre, c'est les mêmes choses. Il faut coordonner sur le plan stratégique, qu'on puisse élaborer des tactiques. Les procès au Covid-19 se multiplient à longueur de journée. On a beaucoup de réunions qui se tiennent, beaucoup de séances de travail. Ce n'est pas forcément des réunions avec des masses de personnes, encore que maintenant on ne peut pas imaginer des réunions avec des masses de personnes. Dans les couloirs, l'urgence frappe à une quinzaine de portes. Et c'est tout un système de gestion habitué aux incidents qui répond. Nous avons eu à gérer d'autres situations d'urgence de santé publique. Rappelez-vous de la grippe aviaire. Là, on l'a géré avec nos amis de Minepia. Rappelez-vous de gros accidents de train des ECA. La communication publique, la liaison, la sécurité, la planification, toutes les unités sont câblées. Même le call center a des répondants. C'est ici que sonne le 1510, le numéro vert. 80% des appels sont des renseignements.
15% des appels de détresse de contamination. Parallèlement, nous avons donc des opérateurs web et des opérateurs médias donc, qui sont censés screener tous les médias qui sont produits de manière journalière, mais aussi d'aller dans les réseaux sociaux rechercher des informations qui ne sont pas vraies, des informations pour nous permettre d'améliorer nos messages de sensibilisation vers la communauté. Ce centre n'est pas un hôpital, mais plutôt une urgence du ministère de la Santé publique qui scanne tout le Cameroun en période de crise. Et on ne cesse de le rappeler, la seule prévention efficace, ce sont ces mesures barrières annoncées et réitérées quotidiennement par le gouvernement. Et dès les premiers tweets, le président de la République, son Excellence Paul Biya, affirmait il y a 6 jours que le monde fait face à une crise sanitaire grave et sans précédent. Il appelait ainsi les Camerounais à respecter scrupuleusement les prescriptions du gouvernement et de l'OMS. Message repris samedi sur les plateformes électroniques. Mais question ce soir, y a-t-il réellement prise de conscience? Qu'est-ce qui change par exemple dans les administrations publiques? Question à Franck Evina. Se laver les mains à l'entrée et à la sortie. Le geste s'impose à tous au ministère des Finances où des kits désinfectants ont été installés un peu partout. Dispositif similaire au ministère des Travaux publics, au ministère des Marchés publics et au ministère des Mines. Personnellement, après avoir traité un certain nombre de dossiers, je désinfecte mes mains et puis peut-être après 2 ou 3 heures, je vais à la douche pour les laver parce que là, il y a de l'eau coulante. Nous sensibilisons les collègues et les collaborateurs sur la nécessité de se laver les mains à de l'eau courante et au savon et d'utiliser au maximum les gels hydroalcooliques. La distanciation est aussi de mise. Face à la menace du coronavirus, on évite autant que possible les contacts. Au ministère des Finances, grâce au thermoflash, toute personne avec une température au-delà de 38 degrés est refoulée et appelée à se rendre à l'hôpital. Au niveau du ministère, on va essayer de voir comment on peut tester qui ne l'est pas. Donc, le ministère des Finances a pris la mesure de la chose et fait en sorte qu'on essaye au maximum de limiter cette pandémie à notre niveau. Nous avons réduit significativement les activités qui réunissent beaucoup de personnes. Bien qu'en mot de prévention, les administrations ne sont pas en congé. Nous traitons les dossiers à travers les plateformes informatiques. C'est une occasion peut-être pour promouvoir les vidéoconférences, l'utilisation, n'est-ce pas, des transmissions verticales et horizontales électroniques. Pas question donc de laisser tomber le service public à cause du coronavirus. À la délégation générale de la Sûreté nationale, la direction de la police des frontières est toujours autant prise d'assaut, sollicitée pour l'émission des passeports et autres cartes de séjour. Quelles mesures de prévention sont donc en vigueur pour protéger cette foule des usagers? Notre reporter Pierre Evembe est allé dresser des constats. Nous voulions surprendre les équipes du commissariat à l'immigration du centre. Une unité hautement sensible de la police qui accueille quotidiennement Camerounais et étrangers à la recherche d'un passeport, d'une carte de séjour. Mais ici, le spectre du Covid-19 a déjà été assimilé par l'application stricte des consignes de la haute hiérarchie. Au niveau de la guérite, nous vous exigeons le port de protège-nez et les gants. Évidemment, nous aussi, nous le personnel, nous avons aussi pris les mesures de protection de notre côté. Avec 700 usagers par jour avant la menace, la stratégie a été vite trouvée pour relever le défi ici, à l'immigration. Nous faisons un effort de recevoir 2 vagues de 50 demandeurs de passeport. Nous faisons d'abord une liste. Lorsqu'ils viennent, nous les enregistrons et nous leur donnons l'ordre de passage. Ceux qui viennent demander le passeport pour leurs enfants, c'est-à-dire pour les mineurs, nous les invitons à venir tôt. Au besoin même à la veille pour faire des autorisations parentales. À la délégation générale à la Sûreté nationale, des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des personnels d'abord et de ces usagers ensuite qui arpentent chaque jour les services centraux et déconcentrés avec une seule consigne ici, ne délivrer aucun passeport au coronavirus.
L'autre urgence, c'est bien le rapatriement de nombreux compatriotes qui séjournent à l'étranger ou qui sont en transit dans des aéroports à travers le monde. Et si les 152 Camerounais qui étaient bloqués à l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie sont maintenant sous surveillance ici au Bercail, d'autres encore attendent ce geste du gouvernement. Qui sont-ils et où sont-ils? Rodrigue Bertrand-Tchenou. Le ministère des Relations extérieures a déjà recensé environ 500 Camerounais stoppés dans leur ardent désir de regagner la terre de leurs ancêtres par les mesures de lutte contre le coronavirus. À titre d'illustration, ils sont 18 en Turquie, 70 à Dubaï, 100 en Côte d'Ivoire, 85 en Nairobi au Kenya. Le gouvernement s'en occupe au cas par cas après avoir été mis au parfum de la présence dans le rang de compatriotes qui veulent se soustraire à la quarantaine dans leur pays de résidence. Mais aussi pour éviter que les compagnies aériennes saisissent l'opportunité pour briser la fermeture des frontières aux vols commerciaux, comme dans le cas des Camerounais de Nairobi. En lieu et place de 85 personnes annoncées, l'avion s'est présenté avec à bord plus de 200 personnes et sans autorisation spéciale d'atterrir du gouvernement. Dès lors, un contact étroit avec les pays concernés permet désormais de dresser la liste des rapatriés. Priorité ici est accordée aux Camerounais qui étaient en mission officielle ou ceux qui étaient en transit. Après les 14 venant du Gabon, les 152 Camerounais rapatriés d'Addis Abeba mercredi dernier, 85 autres en attente à Nairobi, devraient suivre dans les prochaines heures ou les prochains jours, au plus, selon des sources dignes de confiance. Dans ce contexte de grave crise sanitaire internationale, le débat qui divise l'opinion ici au Cameroun est celui de la nécessité ou non de durcir et de renforcer les 13 mesures de confinement déjà prises par le gouvernement sur hautes instructions du chef de l'État. C'est ce qui fait débat ce lundi dans le 20h30 et voici les avis croisés des experts dans cette enquête de Oswald Modou. Des 13 mesures édictées par le gouvernement camerounais, elles sont celles qui ont le plus de mal à se faire respecter. Les mesures visant la limitation des contacts directs et de groupe sont loin d'être les mieux partagées. La surcharge dans les transports en commun reste de mise, les attroupements aussi. Et ce ne sont pas les raisons qui manquent. Je vois toujours les taxis en surcharge, les motos en surcharge, les bars, les gens boivent derrière les bars. Et puis, c'est comme ça que le virus se propage. Le Camerounais qui sort, il va pour chercher son pain quotidien, il rentre le soir. Il y en a qui vont connaître beaucoup de difficultés. Les vieilles habitudes ont la peau toujours aussi dure. Au mal, il faut une thérapie plus appropriée, quoique. Le durcissement des mesures pourrait concerner par exemple la mise en confinement des villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam qui jusqu'ici sont les villes les plus touchées. Maintenant, il faudra des mesures d'accompagnement, s'assurer que ces 3 grandes villes ne soient pas privées de vivre. Franchement, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que nous qui vivons au jour le jour là, on va faire comment? Est-ce que le confinement de ces enfants-là va produire quelque chose, parce qu'ils sont se retrouvent partout. Mais je pense que le gouvernement, en prenant la mesure des choses, peut encore édicter d'autres règles beaucoup plus sévères et beaucoup plus dures. Puisque c'est nous qui nous baladons dans la ville, qui portons la maladie et amenons ça dans nos foyers. Moi, je crois que quand on dit confinement, ça veut dire que tout doit être fermé. On devrait plutôt privilégier les églises, que les gens aillent dans les églises prier, implorer le règne de Dieu pour que la maladie ne nous atteigne pas. La menace a beau être réelle, très peu semblent en avoir conscience. De quoi préconiser des mesures plus drastiques encore en ultime ressort s'il faut contraindre. On peut instaurer un couvre-feu. Ce ne sera pas seulement les débits de boissons, ce ne sera pas seulement les lieux de loisirs qui vont être concernés par la fermeture à 18h, mais ça va concerner tous les Camerounais. À 18h, vous ne devez plus vous retrouver dehors. Jusqu'ici, la vie semble suivre son cours normal dans les rues de la capitale camerounaise. Une ville pourtant officiellement touchée par l'invisible menace depuis plusieurs jours déjà. On ira dans les rues de Yaoundé, la capitale, dans quelques instants pour vérifier l'effectivité ou non de la fermeture des débits de boissons à partir de 18h. Mais tout d'abord, voici une information effroyable. 3800 personnes seront contaminées au coronavirus au Cameroun dans les 4 prochaines semaines si ces mesures de confinement ne sont pas respectées rigoureusement. La révélation était faite aux sénateurs ce lundi au cours d'un
un atelier organisé par le ministère de la Santé publique à l'attention de ses représentants des collectivités territoriales décentralisées. Ils ont souhaité que ces mesures de sensibilisation s'étendent dans nos villages à la base afin que tous les Camerounais soient conscients du danger qui rôde. Mathieu Kemgo. Le tableau indiquant l'évolution du coronavirus au Cameroun donne froid au dos. Plus de 3800 cas dans 4 semaines si rien n'est fait. C'est l'un des messages qu'est venu transmettre le ministère de la Santé publique aux sénateurs. Nous en avons profité pour leur parler du contexte actuel du Cameroun, des stratégies qui ont été mises par le gouvernement pour juguler ou alors pour riposter avec notamment le système de gestion qui a été mis en place dès le 6 mars, aussitôt que nous avons eu les 2 premiers cas. Les membres du Parlement ont aussi eu droit aux généralités sur le coronavirus, sa genèse, les symptômes, les modes de contamination, la prise en charge. Le problème est grave. À la date d'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a 56 cas dépistés positifs. Si rien n'est fait, on peut gravir l'échelle jusqu'à une alerte très dangereuse pour notre pays. La propagation de la maladie inquiète. Les représentants des collectivités territoriales décentralisées souhaitent que les messages de sensibilisation aillent jusqu'à la base. La sensibilisation touche beaucoup plus les gens qui regardent la télé, qui écoutent la radio ou bien qui sont dans les réseaux sociaux. Mais il y a encore une bonne partie des populations qui n'accèdent pas à ces informations-là. Donc maintenant, il faudrait que les maires, les nouveaux ou les anciens, tout le monde descende sur le terrain, explique, sensibilise les populations de l'arrière-pays. Message reçu 5 sur 5 par le ministère de la Santé publique. Les 10 délégués régionaux du ministère de la Communication du pays sont en formation en ce moment ici. Donc ça va être des formateurs dont il y aura capacitation de tout le personnel en cascade jusqu'au niveau périphérique. Pour ce qui est de nos formations sanitaires, nous travaillons avec les agents de santé communautaire. Les participants à l'atelier sont unanimes. Le confinement et le respect des règles d'hygiène restent les meilleures barrières contre le coronavirus. Et comme généralement en temps de crise, certains commerçants véreux font déjà leur chou gras de cette crise sanitaire en cours. Ce lundi à Yaoundé, le ministre du Commerce a posé des scellés sur 3 entrepôts. L'objectif de ces commerçants était pour ces entrepôts de dissimuler des stocks et de créer des pénuries artificielles pour provoquer l'inflation. Luc, bienvenue au Nana. Malgré des concertations pour la formation d'un front uni, malgré plusieurs communiqués du ministre du Commerce demandant aux différents acteurs de la chaîne des distributions des produits de grande consommation de faire preuve de responsabilité en cette période difficile que traverse le Cameroun, beaucoup de commerçants n'ont pas changé d'objectif. Se faire de l'argent et de l'argent seulement, même s'il faut le faire sur le dos du tristement célèbre coronavirus. Dans le cas d'espèce, je suis ici, je me permets de citer l'opérateur. Je suis chez Sorepco. Je constate que Sorepco est le premier importateur pour le premier trimestre de l'année. Sorepco a importé 26 555 tonnes de riz. Je voulais voir où est ce riz. On me dit qu'il est à Douala et je suis ici à Yaoundé, je ne vois rien. Ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Les Camerounais n'ont pas à redouter pendant cette période de pandémie du coronavirus. Ils n'ont pas à redouter qu'on va ajouter à la crise sanitaire une crise alimentaire. Non, cela n'existe pas. Les stocks sont là parce que le gouvernement a anticipé. Donc, on va les sortir. Ceux qui ont caché, ils vont les sortir. Comme quoi, au ministère du Commerce, avec le malin, on s'est joué à malin et demi. Et on pourrait paraphraser le chef de l'État. Menace globale, riposte globale. Et c'est l'Internet qui offre la plateforme planétaire idoine pour une sensibilisation à grande échelle. Les réseaux sociaux véhiculent efficacement tous les tweets et les posts de véritables sonnettes d'alarme quotidiennes. Irène Janafouda.
Pour activer le réseau de la communication électronique autour du coronavirus. La riposte virtuelle reste vive en vue d'intensifier la campagne de sensibilisation sur la pandémie qui fait des ravages à l'échelle mondiale. L'exemple vient du sommet de l'État à travers le message du président de la République adressé par voie électronique à ses compatriotes en les invitant à s'arrimer à la nouvelle donne bâtie autour des gestes barrières. Le corps médical se sert également des réseaux sociaux en vue de tisser sur la toile le signal d'alerte. Il y a une semaine, nous avions 5 cas. Nous sommes à 56 au moment où nous parlons, c'est-à-dire une multiplication par 10. Ça signifie que quelqu'un qui était malade, qui ne s'est pas isolé, a contaminé son entourage. Nous pouvons aujourd'hui, en utilisant les TIC, en utilisant l'intelligence de la police scientifique nationale, avoir une géolocalisation de où se trouvent les malades, où se trouvent les contacts, et ainsi pouvoir circonscrire l'épidémie. La piste de la sensibilisation demeure la bonne et atteint sa vitesse de croisière sur les autoroutes de l'information. Je pense qu'il y a plus d'impact dans la communication par les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc les influenceurs qui ont plusieurs personnes qui sont abonnées peuvent être mis à contribution pour apporter de la bonne information en temps opportun en ce qui concerne l'évolution de la maladie. Les contacts virtuels se nouent sur la toile pour limiter la vitesse de propagation du Covid-19 dans le réel. L'idéal étant que ces bons conseils qui inondent les nouveaux médias s'appliquent dans la vie de tous les jours par des gestes barrières, bloquant ainsi la voie au coronavirus. Pandémie fulgurante et mortelle oblige, le 20h innove et ouvre ce soir une fenêtre quotidienne sur le Centre national d'opérations d'urgence de santé publique. C'est là, on vient de le voir, le QG qui centralise les résultats des tests pour annoncer les chiffres du jour de ce coronavirus. Au cœur de ce dispositif pour nous ce soir, Serge Tangana-Bisso est allé pour les dernières nouvelles faire le point avec les experts. Bonsoir Serge, quoi de neuf dans ce centre ? 56 cas de coronavirus dûment testés et confirmés positifs. Nous nous sommes réveillés avec ce chiffre ce lundi 23 mars. 18 jours après le déclenchement, on est bien loin des deux premiers, le 3 mars 2020, quand notre pays est malheureusement rentré dans la danse. On aimerait que ça cesse, c'est pour ça que nous sommes venus chercher la bonne nouvelle, ici au Centre national des opérations des urgences médicales. On va dire c'est un peu l'état-major de la riposte camerounaise en la matière. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Tangana. Et merci de nous accueillir chez vous. Ouais, c'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir. Vous êtes le directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et la pandémie au ministère de la Santé publique et gestionnaire des risques, c'est bien cela? Oui, gestionnaire de l'incident, de l'épidémie de maladie à coronavirus. Depuis que ce centre existe, c'est bien la première grosse crise qui fait veiller tard ici. Oui, c'est bien la première grosse crise parce qu'il faut dire que c'est un centre qui nous a été offert par le gouvernement américain et c'est une structure qui permet donc en un seul lieu d'assurer la coordination multisectorielle de toutes les équipes qui se déplacent sur le terrain quand on doit gérer une crise comme celle-ci. Alors, quoi de neuf, docteur, ce soir, en termes de chiffres tout au moins? Mais écoutez, je crois que vous avez parlé de bonnes nouvelles tout à l'heure. Je suppose que c'était un jeu de mots. Oui, pour introduire. Oui, pour introduire, je crois, avec vos célèbres introductions et vos célèbres conclusions. Merci. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle en tant que ça. Mais malheureusement, il va falloir que pendant quelques semaines, et je crains bien quelques mois, qu'on s'habitue à cette arithmétique macabre ou bien morbide qui constitue à compter le nombre de cas que nous avons. Aujourd'hui, effectivement, nous avons 56 cas, ce qui montre que l'épidémie progresse. Mais comme j'ai eu déjà le dire il y a quelques jours et peut-être quelques semaines, il faut qu'on sache qu'on est dans la même dynamique qu'on a observé dans les autres pays et qu'il faut s'attendre dans les jours à venir à avoir encore des cas grimpés et à voir encore cette arithmétique devenir une mauvaise addition et peut-être pourquoi pas une mauvaise multiplication.
Docteur Georges Alain Etoundie, quelqu'un est-il déjà mort de coronavirus au Cameroun? Mais contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, je crois que maintenant les Camerounais savent ont du discernement. Pour le moment, nous n'avons enregistré aucun décès. Nous avons 2 patients qui étaient hospitalisés, les 2 premiers qui sont déjà sortis de l'hôpital, donc ça va mieux. Et le reste des patients est encore là. Et pour la plupart, il y en a certains qui ont des états graves, mais les équipes médicales de l'hôpital central surtout, et aussi des autres formations sanitaires, je veux penser à l'hôpital de la Quintini, à l'hôpital général de Yaoundé, à l'hôpital Jamou, les équipes médicales sont à pied d'œuvre pour prendre en charge ces patients et pour le moment tout se passe bien. Quelle est la cartographie de cette pandémie au Cameroun ce lundi soir? Alors, ce lundi soir, il faut dire que nos 2 principaux foyers sont d'abord le foyer de Yaoundé, le foyer de Douala et le foyer de Bafoussam. Voilà les 3 principaux foyers qui nous posent des problèmes à ce jour au Cameroun. Intéressons-nous un peu aux tests, docteur. Comment se font-ils, où se font-ils et sur quels critères? D'abord, je crois que les tests, d'abord, il faut le dire, c'est une indication médicale et c'est une indication du comité de crise. À savoir qu'on ne teste pas tout le monde, ce n'est pas la peine de venir, d'appeler, de dire « je veux qu'on me teste pour le coronavirus ». Non. Les tests sont faits actuellement pour des patients que nous suspectons. Et aujourd'hui, les patients que nous suspectons sont en premier lieu tous ceux qui sont venus de l'étranger, notamment les pays en épidémie, la France, l'Italie, la Chine, et les autres pays qui sont fortement en épidémie avec des transmissions locales. Tous ceux qui sont venus de l'étranger avec ce virus sont pour nous suspects. Quand ils arrivent au Cameroun, ils sont suspects. Et ceux-là, quand ils commencent à présenter, s'ils viennent avec des signes cliniques que nous détectons, on doit les tester. Et donc, c'est vraiment la stratégie première qui est adoptée. Donc, aujourd'hui aussi, on teste donc quand on a découvert quelqu'un, quand quelqu'un a été prouvé positif, nous faisons ce qu'on appelle une recherche de contacts. Et parmi ces contacts, nous priorisons ceux qui présentent des hauts risques et ceux-là aussi doivent être testés. Donc aujourd'hui, le test est bien indiqué. Eh bien, il ne serait pas la peine, chaque fois qu'on a des maux de tête, chaque fois qu'on a une fièvre, de vouloir faire le test à coronavirus. Je rappelle donc 56 cas ce lundi 23 mars 2020. Nous étions avec le docteur Georges Alain Etoundie, directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique au Cameroun. À vous, Maladou. Merci Serge pour ce point en direct dans le 20h30 et votre interlocuteur l'affirme. Le docteur Georges Alain Etoundie Mbala affirme que la pandémie progresse et va continuer de progresser. Ce qui inquiète à présent les populations et de nombreuses questions taraudent les esprits face à l'ampleur que prend la pandémie chez nous. Y a-t-il possibilité de guérir de la maladie à coronavirus? Ou encore, peut-on contacter le virus dans les hôpitaux chargés de la prise en charge des malades? Martine Noël Ndengue et le docteur Linda Esso éclairent à présent notre lanterne. Doit-on, oui ou non, continuer de fréquenter les hôpitaux agréés pour la prise en charge des cas positifs au Covid-19? C'est l'une des questions qui taraudent l'esprit des Camerounais en ce moment. Dans les hôpitaux où sont pris en charge les cas de Covid-19, tout est pris en compte pour que la maladie ne puisse pas se propager. Pas d'inquiétude donc, le médecin lève également l'équivoque sur la distance entre les personnes. La distanciation d'1 mètre est due au fait que c'est une maladie qui se transmet par des gouttelettes. Ces gouttelettes-là ne traversent pas en général la distance d'1 mètre lorsqu'on les émet. On le dira donc jamais assez, se laver les mains à l'eau et au savon encore et encore, la principale mesure d'hygiène de base complétée par l'usage des désinfectants. Le lavement fréquent des mains permet que lorsqu'on entre en contact de manière accidentelle ou involontaire avec une surface sur laquelle ces gouttelettes-là se seraient déposées, on puisse rapidement se débarrasser des virus avec lesquels on aurait été en contact. L'autre question qui revient le plus souvent, c'est celle relative aux enfants. Les statistiques avec les pays qui ont connu beaucoup de cas de Covid ont montré que les enfants n'ont pas développé en général de forme sévère de la maladie, mais sont des porteurs sains. Sur la question de l'immunisation, des équivoques restent à lever.
Pour le moment, comme la plupart des maladies, on se dit que c'est une maladie immunisante, mais il n'y a encore aucune conclusion vraiment certaine à ce sujet-là. Alors que rester chez soi demeure une prescription absolue, aucun risque inutile n'est à prendre. Le confinement à domicile, c'est une stratégie pour limiter la propagation de la maladie. Des réponses pour autant de questions qui ne devraient plus être posées si nous continuons de respecter les règles d'hygiène de base visant à freiner la propagation de la maladie. Merci Martine, mais il faut dire pour le déplorer que la prise de conscience face à la grave mortalité de ce virus tarde réellement à s'installer dans les habitudes des Camerounais, notamment chez certains adeptes de Bacchus. Et pour vérifier l'effectivité de la fermeture des débits de boissons après 18h, je vous le promettais, nous allons maintenant dans les rues de Yaoundé. Notre reporter Daniel Menanga et son équipe baladent actuellement leurs caméras dans quelques points chauds de la capitale. Et Daniel, vous affirmez que ce soir, vous avez constaté que 2 bars sont ouverts dans ce quartier où nous vous retrouvons maintenant. Bonsoir. Mbala, bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes ici au quartier Mélène au lieu dit SNEC EMIA et vous pouvez le voir, ambiance de confinement 2 heures et plus de 30 minutes après 18h et on sait que 18h c'est l'heure de fermeture officielle selon les prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement, fermeture officielle des bars et autres cabarets ici au Cameroun en raison des mesures prises pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 et vous le voyez donc sur cette lignée-là, nous avons déjà compté au moins 2 bars ouverts, certains qui fonctionnent dans le noir, d'autres qui profitent de leur position géographique, qui sont en contrebas, pas identifiables sur la route, mais on peut voir cette activité à ce niveau-là et c'est dire si la prise de conscience du Covid et de sa propagation au Cameroun est par certains compatriotes. On ne cessera de le dire, restez à la maison, nous travaillons pour vous, nous essayons de sensibiliser pour éviter que ce virus ne se propage davantage. En direct de SNEC EMIA, Daniel Menanga, CRTV, à vous. Merci Daniel, et ces constats sont graves et appellent certainement la présence sur ces différents lieux des autorités compétentes. Allons à présent pour le point à travers les régions, nous en ferons 2. Le nord d'abord à Garoua, où le secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé publique, auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, est en visite de travail. Il se félicite du dispositif sanitaire en place là-bas pour contenir la propagation du coronavirus. Halim Hayatou a par ailleurs exhorté les populations à observer rigoureusement les mesures prescrites par le gouvernement. Claver Pascal Ndanga rend compte de cette visite à Garoua. Prêchant par l'exemple, en se lavant soigneusement les mains avec de l'eau et du savon, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, Halim Garga Hayatou, accompagné du gouverneur Jean Abatédi, passe en revue l'important dispositif sanitaire mis en place pour barrer la voie à la propagation du Covid-19 dans le Nord. Premier arrêt, l'hôpital régional de Garoua. Au centre des urgences, tout comme à la salle de réanimation, équipée des lits modernes avec système de surveillance et au centre de gestion des épidémies, aménagé pour le confinement d'éventuels cas de coronavirus, le personnel est mobilisé. L'hôpital de Garoua dispose des éléments pour parer aux premiers soins, c'est-à-dire des premiers vrais malades. Nous avons des systèmes respiratoires, nous avons quand même des lits médicalisés, nous avons des ambulances médicalisées. Donc la région du Nord dispose déjà quelques éléments pour se barrer la route à coronavirus. Même constat à l'aéroport international de Garoua ainsi qu'au port fluvial, doté des postes de santé aux frontières pour faire face à cette menace sanitaire. Et donne le conseil nécessaire pour que cette lutte soit une guette totale
Elle concerne toutes les populations sans exclusive. En étant dans la sensibilisation dans les agences de voyage, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, invite les populations à respecter scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement pour une riposte efficace et efficiente contre le coronavirus, dont aucun cas n'est enregistré dans le Nord. La région de l'Est également sur le pied de guerre. Le gouverneur Grégoire Mvongo appelle là-bas les acteurs du secteur des transports à plus de vigilance et de responsabilité pour éviter la propagation du Covid-19. Il effectue une descente dans les agences de voyage installées dans la ville de Bertoua. Le contrôle des températures des passagers a été immédiat avant leur embarquement sans surcharge dans différents bus. Georges-Alain Yango est à Bertoua. Vigilance des plus accentuée dans le secteur des transports à l'Est afin d'enrhumer les potentiels courroies de transmission par voie terrestre du Covid-19. Le gouverneur Grégoire Mvongo et bien d'autres autorités du Soleil Levant sont d'attaque sur le terrain pour blinder les agences de voyage de Bertoua en termes de mesures préventives. Dans les différentes agences, pas d'embarquement sans prise de température via thermoflash. Pour le moment, le transport entre les agglomérations n'est pas interdit. Et donc, pour limiter au maximum la migration du virus des zones contaminées vers notre région, un certain nombre de mesures ont été prises. Et l'une d'elles, c'est la systématisation des contrôles de température. Une mesure dont la systématisation doit prendre effet de manière impérative avant le début de ce week-end dans toutes les agences de voyage. Bien au-delà, la limitation du nombre de passagers, souvent boudés par les responsables d'agence, est suivie de près. Ce qu'il faut améliorer ici, c'est d'abord le nombre de passagers par bus. Au lieu de 70, j'ai recommandé 50. Les bus qui a 40 places, c'est 30 places. Ce qu'il faut encore améliorer, c'est l'hygiène et l'isolement des passagers. Et surtout le test. Aucun patient ne doit prendre le bus qui n'est pas testé par les éléments de la santé. Potentiel vecteur du Covid-19, les conducteurs de moto postés tout près des agences de voyage sont eux aussi passés au scanner du thermoflash. Des mesures anti-coronavirus dont le contrôle va s'intensifier au fil des jours. Et dans un autre secteur, et en vertu des mesures gouvernementales, les fédérations sportives camerounaises ont suspendu leurs activités et c'est désormais le service minimum pour l'ensemble des sportifs. Comment donc s'entraîner pour ces athlètes appelés à prendre part aux compétitions internationales? Notre reporter Joël Igor Abanda a rencontré quelques-uns. Voici leurs astuces. Période morte pour les sportifs camerounais, près d'une semaine après la décision gouvernementale de l'arrêt des activités de toutes les fédérations sportives, les athlètes observent le minimum vital. C'est le cas de l'athlète Emmanuel Essémé, le spécialiste de 100 mètres, qualifié aux Jeux Olympiques, est obligé de travailler désormais en solo. On fait ce que notre coach appelle le maintien. Petit footing, les abdos, les pompes, c'est vraiment difficile pour maintenant. On n'a plus cette opportunité de pouvoir travailler dur comme on le faisait avant le début du corona. Le sprinter, ainsi préoccupé par sa forme, a l'oreille tendue vers le comité sportif olympique qui pourrait renvoyer les Jeux olympiques à une date ultérieure. Comme lui, la jeune volleyeuse internationale camerounaise Manuela Bibimbe et le volleyeur Rodrigue Ncha de FAP Volleyball sont aussi réduits au strict minimum. Il faut respecter les consignes de la Fédération camerounaise de volleyball. Je suis un programme d'entraînement personnel. Je fais des courses très tôt le matin, genre 5 heures quand il y a presque personne dehors. Et je les varie avec des séances d'abdos dorsaux que je fais par exemple dans ma maison. Je me suis dans une salle de muscu. Je m'arrange à m'entraîner 2 à 3 fois par jour. Comme présentement là, j'ai rendez-vous avec mon coach. Et après, je pense que je vais aller en salle pour ne pas rester sans rien faire. Pour se maintenir en forme, le judoka camerounais Dieudonné de la Sème, lui, exploite à domicile les exercices physiques envoyés via les réseaux sociaux par la Fédération camerounaise de judo. On s'attelle au quotidien à faire des exercices assez simples. Tous ces sportifs sont unanimes. Cette période morte va porter un sérieux coup à leur performance individuelle lors de la reprise des activités sportives.
Et pour compléter ce large point de l'état de la pandémie au Cameroun, disons un dernier mot sur cette grave crise sanitaire avec ce démenti qui vient du ministère de la Santé publique, contrairement à un message abondamment relayé sur les réseaux sociaux tout au long de cette journée de lundi. Aucun confinement total du Cameroun n'est décidé dans les prochaines heures et les autorités publiques sont formelles sur cette information. À travers le monde à présent, faisons un tour d'horizon. Le monde qui croule sous des chiffres effarants, 339 000 contaminés, 15 000 décès, dont 2 tiers sur le continent européen. Le coronavirus sévit gravement sur le vieux continent et Pascal Azegue dessine à présent la cartographie funeste de cette pandémie. Le coronavirus continue sa marche funeste dans le monde. Le dernier rapport de l'agence France Presse, quelques heures avant ce journal, fait état de plus de 350 000 cas de personnes contaminées sur la planète. Le nombre de décès est également en hausse. La pandémie a déjà fait plus de 15 000 morts. L'Italie est aujourd'hui le pays le plus durement frappé par le coronavirus, avec près de 5 500 décès sur environ 59 000 cas testés positifs. L'Espagne a elle aussi dépassé la barre de 2000 décès, soit 462 en 24 heures. Le continent européen est devenu l'épicentre de l'épidémie avec un peu plus de 9000 décès. Alors que le nombre de cas augmente en Europe, on assiste à la situation inverse en Chine où l'on ne compte plus de cas de nouvelles contaminations d'origine locale. Sur le continent africain, les pays du Maghreb sont les plus touchés par la pandémie. L'Algérie enregistre ainsi le plus grand nombre de décès, soit 17 sur les 201 cas de contamination au coronavirus. Autre chiffre à l'échelle de la planète, à ce jour, 193 pays sont touchés par le coronavirus et plus d'1 milliard de personnes sont désormais assignées à résidence. Changeons totalement de sujet. Ouvrons la page politique à présent pour parler des élections législatives partielles qui avaient lieu hier dimanche à travers les 11 circonscriptions électorales du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une élection dans le calme et la transparence selon le ministre de l'administration territoriale. Aucun incident majeur ne viendra entamer la crédibilité de ces opérations de vote. Que va-t-il se passer à présent? Tout d'abord, les commissions locales de vote vont transmettre les procès-verbaux aux commissions départementales de supervision, puis la Commission nationale de recensement général des votes va prendre le relais du décompte des suffrages pour permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer. Un dernier ressort. Séverin Allega-Mbele fait le point. Après l'annulation des opérations électorales arrêtées par le Conseil constitutionnel à l'audience du 25 février dernier, il a fallu repartir sur le terrain pour la conquête des 13 sièges en jeu. À l'évaluation finale de la campagne électorale et des opérations de vote par le gouvernement, il ressort que le scrutin a effectivement eu lieu, en dépit des menaces réelles sur la sécurité des électeurs. Le ministre de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral, peut affirmer sans ambages que le scrutin s'est déroulé dans le calme et la transparence. Aucun incident majeur susceptible d'entacher le bon déroulement de ces élections ou leur crédibilité n'a été signalé par les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Les dispositions communes de la loi sur les opérations électorales et référendaires, base de travail d'Elections Cameroun, précisent que le processus suit son cours normal jusqu'à la proclamation des résultats par l'institution compétente. Les commissions locales de vote vont maintenant procéder au décompte des suffrages et transmettre les procès-verbaux aux commissions départementales de supervision qui, à la suite de leurs travaux, vont acheminer leurs procès-verbaux à la Commission nationale de recensement général des votes. Le procès-verbal de toutes les opérations de la Commission nationale de recensement général des votes est transmis au Conseil constitutionnel dans un délai de 5 jours, accompagné des pièces annexes.
Et enfin, la phase des recours en annulation du scrutin est maintenant ouverte au Conseil constitutionnel pour ces partiels de dimanche. Les requérants ont jusqu'à mercredi minuit pour déposer des recours au greffe de la haute juridiction selon l'article 133 du Code électoral. Le Conseil, lui, aura un maximum de 20 jours après la date de clôture de ce scrutin pour vider le contentieux et pour proclamer les résultats. Au bas de cette page politique, cette information de dernière heure, un décret présidentiel signé ce lundi porte création du comité de suivi des résolutions du grand dialogue national consacré à la résolution de la crise sociopolitique dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon ce décret, le comité de suivi des résolutions du grand dialogue national est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Nous y reviendrons naturellement abondamment dans nos prochaines éditions. Dans la région de l'Ouest, il y avait remise des semences améliorées aux agriculteurs de la MIFI. C'était samedi ce week-end, un don du chef de l'État transmis par le professeur Pascal Nguiché Kanté, le ministre secrétaire général adjoint au service du Premier ministre. Le reportage à Bafoussam Poliwafo. À circonstances particulières, mesures exceptionnelles, dispositifs de sécurité pour filtrer les personnes habilitées, cordons sanitaires ou fin de respecter les règles prescrites par la plus haute hiérarchie. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on peut évoquer le sujet du jour. Quand on parle de campagne agricole, on devrait déjà s'attendre à avoir une bonne semence. Pour cette 6e édition, un stock considérable de semences améliorées. 3 tonnes de maïs, 400 kg de haricots, 100 kg de soja, un don du président Paul Biya, porté ici par le ministre secrétaire général adjoint à la primature, le professeur Pascal Nguiché Kanté. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Disons aussi merci à notre ministre secrétaire général, M. Nguiché Kanté, car il sert de couloir de transition. S'il n'était pas là, nous ne serons pas nous là, nous serons. Et nous réaffirmons encore et nous réintégrons notre confiance au chef de l'État. On semble très fiers parce que les semences sont venues à l'heure. Voilà le premier pluie, nous avons le maïs aujourd'hui, ça veut dire que dès demain, on doit les semer. Il a fallu trouver le juste milieu entre la nécessité d'épauler les cultivateurs de la MIFI en ce moment crucial du calendrier agricole et la protection des populations du coronavirus. Vous comprenez pourquoi ici, il n'y a que des représentants des groupes organisés avec les deux institutionnels. C'est la raison pour laquelle le lot de matériel agricole constitué entre autres de groupes électrogènes, des pulvérisateurs, des atomiseurs, des débroussailleuses sera distribué ultérieurement. Au cœur de cette actualité à l'Ouest, le ministre Pascal Nguiché Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Parlons à présent de cette formation des jeunes au métier ferroviaire de base. La session de formation s'est ouverte mardi à Douala. Les apprenants à cette formation accélérée, financée à 50% par Camrail, vont pendant un mois être initiés au métier d'aide conducteur et agent de manœuvre. Revenons sur l'ouverture de cette session avec Marie-Vonne Dongo à Douala. Vous avez dit étudiants, les professionnels de Camrail, eux, les considèrent déjà comme des collègues. Et si entre collègues donc on s'entretenait sur cette formation qui s'étendra sur un mois, l'objectif pour Camrail étant de pérenniser son savoir-faire professionnel. Les compétences ferroviaires, on les acquiert pas malheureusement, on ne les acquiert pas dans les universités. Donc il faut que véritablement, à un moment donné, qu'on recrute nos enfants, les jeunes, on sait les mettre dans le cadre, dans un processus de formation. Et ça permettait effectivement de développer les compétences des uns et des autres sur le domaine ferroviaire. À son actif, l'entreprise ferroviaire compte déjà 200 jeunes formés. Cette année, comme à l'accoutumée, Camrail supporte de moitié les frais de scolarité pour les 60 apprenants retenus dans 2 filières précises. Le métier d'aide conducteur, effectivement, c'est la première étape, c'est l'initiation pour être des conducteurs de ligne. Nous avons également notre métier qui est l'agent mouvement, on appelle l'agent manœuvre, qui est effectivement un métier de base.
Et ce métier de base, effectivement, conduit à être des chefs de gare. Immédiatement après, les apprenants seront intégrés, mais on n'en est pas encore là. Il faut apprendre. Et pour cette deuxième vague, le complexe de la salle est l'hôte de circonstances. La première promotion nous a permis de repérer les imperfections, les déchets, pour améliorer le référentiel, afin que d'autres promotions puissent bénéficier des améliorations qui ont été apportées. La jeunesse dans les yeux des apprenants témoigne de la passion qu'ils portent à ces métiers dits dangereux. Mais ils y croient tout de même. C'est un métier qui interpelle beaucoup de responsabilités. Déjà toute petite, j'ai toujours aimé ce qui est mécanique. Le travail que j'ai choisi à la Société Camraille m'a fortement marqué, d'abord dans le passé, dans mon temps d'enfance. Et je souhaite booster l'énergie pour rehausser la Société Camraille. Chaque année, Camraille débloque 120 millions de francs CFA pour les frais de formation des apprenants. L'entreprise qui a célébré ses 20 ans récemment se positionne ainsi comme un acteur majeur du développement économique et social au Cameroun. Et avant de refermer ce 20h30, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son homologue Arif Alvi. C'est le président de la République islamique du Pakistan et c'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays ami ce 23 mars. Fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Marlise Noambarga Aoumou et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Yves-Marc Moudou et ses invités dans Présidence Actu. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. CR TV News, ici, toute l'info.